Alors, bonjour, ici Joël Musard pour le collab du 2024, avril 2024. Donc, merci à tous d'être présents et on va commencer les présentations. Alors, par ordre d'apparition, je vais inviter Pascal à se présenter. Bonjour tout le monde et puis bienvenue au café version francophone. Hein, bientôt sur les tableaux blancs. Merci beaucoup, Pascal. Céline, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Céline. Je suis aussi à Montréal comme Joe. Euh, Français, c'est ma deuxième langue, mais j'ai hâte à pratiquer aujourd'hui. Euh, J'oublie les mots quelquefois, mais je pense que ça serait une bonne expérience aujourd'hui quand même. Alors, j'apprécie votre patience. Merci beaucoup, Céline. J'invite Dalila à Alger. Bonjour Dalila. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. C'est Dalila d'Alger. Je participe régulièrement au Café Lab et je travaille en tant que chargée de l'information scientifique et technique conseillère dans un centre de recherche à Alger. Voilà. Merci Dalila. Oui, ça fait plusieurs années qu'on se voit ensemble Oui. à chaque fois là. Merci pour ta présence. Et Virginie, bonjour Virginie en Suisse. Bonjour Joël, bonjour tout le monde. Donc, je suis Virginie Guignard-Legros et je suis contente de revenir sur le collab parce que ça fait un moment que je n'avais pas pu venir. Merci. Re-bienvenue Virginie. Donc là, je vais aller au contexte qui s'appelle programme pour vous expliquer un peu comment on va fonctionner. Donc, si je mets mon pointeur, on a fait, n'est-ce pas, l'arrivée, les présentations. Là, on va passer à l'espace de co-construction et on va utiliser l'ardoise virtuelle. Et puis, on va travailler en silence et on va faire un petit exercice de mindfulness pour parler bon français. Et donc, après ça, on va partager, construire le réseau d'idées en utilisant le cas langage, là. Et ensuite, à la fin, on va faire le cercle de fermeture avec les commentaires, les apprentissages et engagements, là. Ça va pour tout le monde? Alors, je vous invite à me rejoindre à l'espace de co-construction. Et là, vous allez voir ici les questions, les thèmes, les impacts et les perturbations de l'intelligence artificielle sur l'avenir du travail. Et on a mis des articles. Ça, c'était la présentation, le TED-Talk de Léon Boutou. Finalement, Céline, il est publié là. J'ai vérifié, j'ai vérifié ce Excellent. matin, il est publié. Il y a un article de Stephen Hedden et puis un article de Michel Blanc qui a déjà participé des fois au collab. Alors, une autre question, comment les besoins individuels et ceux des équipes évoluent dans ce contexte? Et puis une autre, c'est que se passe-t-il lorsqu'on s'interroge sur ce que nous passionne et nous pousse à avancer? Donc, ça, c'est avec une petite suggestion là, de la neurobiologie. Donc, ça sera là où on va travailler en silence, là. Donc, je vais vous inviter à lâcher la souris, fermer les yeux, et puis on va simplement inspirer par le nez, puis expirer par la bouche 3 fois. Donc, on inspire par le nez, puis on expire très lentement par la bouche.
Et puis on inspire par le nez. Et puis on expire très lentement par la bouche. Une dernière fois, on inspire par le nez. Et on expire très lentement par la bouche. Excellent. Donc, à vos souris. Et donc, chacun partage de la façon dont il veut, en utilisant la bulle, la barre d'outils, idée ou agile pour faire des bulles. Et puis, dès que ça se calme un peu, on va ouvrir le micro. D'accord? Bonjour Arthur. Bonjour à tous. Alors, tu peux Bonjour. mettre ta bulle à qui est là Yes, et puis tu feras une petite... quand je verrai ta bulle, je t'invite à faire une présentation. yes. Au pire, je peux me présenter. Si vous m'attendez, je peux me présenter en même temps, c'est comme vous voulez. Ok, ben, présente-toi. Excellent. Donc, mon nom, c'est Arthur et je suis le directeur de l'agence web Cassiopeia. Et donc, nous, on s'occupe essentiellement de conception de sites web et web marketing. Excellent. Quelque part dans les montagnes de Québec. Et c'est ça, on est au nord on est à une centaine de kilomètres au nord de Montréal, à Saint-Adolphe d'Howard. Ok. C'est ça. Et je vais mettre ma bulle. Et il y a même de l'Internet là-bas.
Ah oui, oui, oui. Ouais, C'était, en fait, avant, j'étais à Montréal, puis quand j'ai fondé l'agence d'abord à Montréal, et puis je me suis déplacé dans les Laurentides, et une des conditions pour moi, c'était donc d'avoir, en fait, une bonne connexion Internet. Sinon, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué pour travailler, surtout pour faire des sites web. Ouais. Excellent. Je pense que c'est quasiment fait. Donc, on est à l'espace de co-construction et puis on travaille en silence. En mauve, il y a les thèmes.
Bon, ça a l'air de se tranquilliser un peu là. On va, j'invite tout le monde à aller dans l'espace de co-construction et puis on va sélectionner avec dans la barre d'outils notre pointeur laser qui va nous permettre de parler. Là, je suis en train, par exemple, d'utiliser le pointeur laser là. De- alors, je vais inviter Dalila à parler de ces bulles. Oui. Mhm. Alors, tu sais comment utiliser le pointeur laser, là? Normalement, Tu vas dans la barre d'outils et là où c'est marqué plus, tu cherches le dernier, c'est le pointeur laser, là. d'accord. Alors, c'est marqué, voilà. J'ai mis toutes tes bulles en rouge, enfin toutes celles que j'ai repérées. Oui, 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 ils sont en orange, effectivement. Merci, Pascal. Mais je t'en prie. Ben voilà, donc pour la première question, alors sur l'avenir du travail, c'est ça, sur les impacts et perturbations de l'intelligence artificielle sur l'avenir du travail. Moi, j'ai mis le concept de l'openness parce que pour moi on va vers le tout ouvert, ouverture des données de la recherche, parce que je suis dans le domaine de la recherche, ouverture, bon, l'open access, ça fait quand même un moment, quelques années déjà, on en parle de ça. Oui, merci Joël. Voilà. Euh, les open data et les données de la recherche, c'est un peu récent. Enfin, c'est récent. Je sais que bon, chez nous, on n'a pas encore ça. En France, quand je préparais ma thèse, ça a commencé et je sais que dans d'autres pays, il y avait cette obligation donc de, de, de signer des décharges pour déposer les données, leurs données de la recherche. Mhm. Quoi encore? Oui,
Open Education, Open Resources. J'ai assisté dernièrement à un webinaire sur ce concept d'Open Education et de l'intelligence artificielle. Je pense que ça va ensemble. De toutes les façons, ça va ensemble. L'intelligence artificielle a besoin des données et donc il faut ouvrir les données. Donc ça, c'est l'impact, à mon avis, qui est quand même assez important sur l'avenir du travail, de l'enseignement-apprentissage, de la recherche. Comment les besoins individuels et ceux des équipes évoluent-ils dans ce contexte? Il y a j'ai mis développement de compétences. Hein. Il y a, voilà, il y a de nouvelles compétences numériques à développer. Il y a aussi, enfin, on parle aussi de développement de compétences liées aux technologies de l'information et de la communication, toutes les compétences numériques. Ça va ensemble là aussi. Oui, j'ai mis repenser les programmes comme je viens de dire, comme j'ai assisté dernièrement à un webinaire sur l'ouverture. Donc, l'Open Education et l'IA, ça parlait beaucoup de repenser les programmes d'enseignement, de la nécessité d'introduire l'IA parce elle s'impose désormais dans les maisons, dans les maisons, donc il faut absolument l'intégrer ou l'introduire dans les programmes d'enseignement. Et je ne sais pas, ça commence à se faire dans certains pays, mais pas encore dans d'autres pays. Voilà. Et pour la dernière question, j'allais écrire que se passe-t-il lorsque l'on s'interroge sur ce qui nous passionne et nous pousse à avancer? Ben, tout simplement, ça nous procure joie et bonheur puisque on va vers ce qui nous passionne et puis on avance. Donc, moi, je pense que ça nous procure joie et bonheur. Je ne l'ai pas écrit. C'est tout. Voilà pour mes bulles. Excellent. Donc, il faudrait faire une bulle, joie et bonheur. Voilà, je vais la mettre. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, est-ce que Céline est là? Non, elle a disparu. Non, je suis ici. Ah, ok. Est-ce que tu peux me voir? Oui, je peux te voir. C'est que la Zoom me laisse voir juste certaines quantités de personnes. Donc, Céline, est-ce que tu peux nous parler de tes bulles? Oui, sûrement. Alors, il y avait un petit problème d'espace ici. J'ai trouvé que dans toutes les directions, ça semble l'espace, il y a beaucoup d'espace, mais ici, j'étais un peu coincé. Alors, je ne sais pas, Joe, si tu as inclus les articles dans un courriel, mais j'ai pas les vus avant. Alors, je les lisais, j'étais en train d'apprendre pendant le co-construction. L'article de Steve Haddon, il y a beaucoup d'informations techniques. Alors, c'était un peu difficile à apprendre parce que c'est pas une façon de penser que j'ai l'habitude de faire. J'ai plus d'expérience avec les choses créatives et l'écriture. Alors, c'était vraiment intéressant. Alors, et j'ai fait mes bulles en anglais. C'était un peu plus facile pour moi. Il y avait le blog post et il parlait de... quelqu'un l'a ajouté en français, les graphes de connaissances. En anglais, c'est les knowledge graphs. Il a parlé de la relation de les LLM, les Large Language Models, et les knowledge graphs. Et les choses, leurs strengths and weaknesses.
Mhm. Je ne sais pas comment dire ça en français. C'est faiblesse. OK. C'est faiblesse et comment est-ce qu'on dit? Force. OK. Force. Force et Force et faiblesse. faiblesse. Merci, Pascal. De Euh, rien. alors, les LLM sont bons à produire beaucoup d'informations, mais pas nécessairement l'information qui est correcte. Et il, il a écrit à propos, il a donné un exemple, euh, mais c'était un exemple que j'ai trouvé, c'était pas vraiment clair. Il disait que c'est bon à utiliser un LLM pour écrire un cover letter et c'est bon à utiliser une knowledge graph pour faire un résumé. Mais je crois que la personne, Steve, il connaît beaucoup à propos de intelligence artificielle, mais il n'est pas un écrivain. Alors, euh, c'est pour moi, pour une personne qui connaît presque rien à propos de ces choses, c'était pas vraiment accessible, c'était pas vraiment bien expliqué. Mais les points, les éléments techniques étaient vraiment bien expliqués. Alors, c'était vraiment cool parce que en lisant cet article, j'ai découvert que WebID Pro, c'est un type de knowledge graph. Mhm. Et ben, on n'a pas eu beaucoup de temps. Alors, ça, c'est ce que j'ai appris à propos de ça. Et je suis intéressée à apprendre plus. Et après ça, j'ai aussi rapidement regardé l'article de Michel Blanc. C'était beaucoup plus court. Elle parle à propos de l'intelligence artificielle responsable et elle a inclus un lien à un autre article que c'est un manifeste pour une IA responsable. Et j'ai pas, si on aurait plus de temps, je les liserai, mais il n'y avait pas de temps. Alors, oui, je, je m'excuse, j'essaie à m'expliquer en français. Oh, Je c'est peux mieux bien. m'exprimer en anglais. C'est très bien, Eh, très Céline. bien, Céline, il n'y a pas de problème. Ok, C'est bon. merci. C'est ça. Et l'IA responsable, c'est beaucoup les Européens qui poussent là-dessus, là. Oui, oui. Donc, L'éthique et la responsabilité. ouais, ouais. Donc, alors, si tu lis, Céline, l'article de Léon Bouteux, Mhm. moi j'ai résumé ici, les outputs sont des histoires, ni vraies ni fausses. Hmm. Et, donc, il donne comme exemple, bon, j'invente un exemple, si on lit le Quichotte, c'est ni vrai ni faux, c'est une histoire. Donc, l'intelligence artificielle va produire aussi des histoires ni vraies ni fausses, mais c'est à nous de juger. Donc, alors c'est vrai que dans Web IDEA Pro, on peut faire des graphes de connaissances et c'est une façon de contraindre, de faire des prompts qui vont guider l'IA pour faire des outputs qui ont de l'allure, là. Donc, il y a un lien, on pourra faire un cours là-dessus, là. Donc, excellent. Donc, merci. Je vais inviter Virginie. Donc, est-ce que... Oui, alors j'ai jamais utilisé le pointeur, alors on va essayer. Oui. Je vais Je vais mettre en faire bleu comme ça. tes Et Virginie. j'ai mis toutes ces bulles en vert. Ouais. Oui, et vous voyez que je les ai J'en ai mis fait une. soulignées en bleu, là, les bulles? Elles sont de couleur verte. Oui, mais il y a un soulignement Ouais, ouais. OK. Donc, allez-y. Oui, alors moi je suis pas partie sur les sources, etc. Je suis plutôt partie sur les trois parties et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a en commun avec les trois parties?
Pour moi, ce qui est entre les trois parties, c'est la place de l'individu par rapport à l'intelligence artificielle. Alors, je ne suis pas partie sur des exemples d'applications, je suis plutôt partie sur l'essence au départ de la place de l'individu face à l'intelligence artificielle. Donc, en fait, par rapport à cette place de l'individu, il y a deux faces différentes. Il y a la place face à lui-même et la place face à la machine, en fait. Donc, ce sont deux questions qui peuvent être soulevées quand on travaille avec l'intelligence artificielle. Il y a, comment dire, quand on est face à soi-même, quand l'intelligence artificielle vous interroge face à vous-même, vous vous interrogez face à votre unicité, parce que l'intelligence artificielle va regrouper tout, elle va fusionner tout, et l'individu, face à cette fusion, ben, c'est compliqué après de retrouver sa place. Et sinon, quand on est face à la machine, ben, on est face aussi à la notion de collectif, parce que l'intelligence artificielle, qui pour moi est une machine, et ben, en fait, ça va vous propulser dans le collectif. Et entre deux, on a ce que ça va créer. Il y a aussi des limitations, justement, à être un individu et à être, comment dire, avoir cette position en tant qu'individu et cette position, comment dire, face avec la machine, en fait. Et ça va créer des limitations. Et ces limitations, en fait, pour moi, en réalité, ce ne sont pas des limitations parce que, en fait, quand on est un individu, un être humain, et qu'on est face à l'intelligence artificielle, on a cette puissance face à nous, l'intelligence artificielle, cette puissance de synthèse, par exemple, si on prend ChatGPT, qu'un individu pourra rarement développer, en fait. Donc ça, c'est une limitation. La même chose par rapport au collectif. Un individu, l'intelligence artificielle va pouvoir gérer, manager ou monitorer du collectif qui aujourd'hui est que l'homme en tant qu'individu aujourd'hui ne peut pas gérer lui-même. Mais si on met les deux ensemble, en fait, ces limitations ne sont pas réellement des limitations. Simplement, il faut y mettre des énergies, des façons de faire différentes que celles auxquelles on a l'habitude dont on a l'habitude de pratiquer. Et par exemple, si face à ces limitations, on met la motivation, qui fait partie donc de la question numéro 3, et si on met, comment dire, et si on utilise l'intelligence artificielle, non pas comme une limitation, mais comme une puissance de travail, et ben, dans ce cas-là, on change complètement la donne, en fait. Par contre, comment dire, l'homme, il a aussi, comment dire, dans son unicité, il y a une partie que l'intelligence artificielle ne peut pas altérer. C'est-à-dire, c'est l'âme de l'individu. L'âme de l'individu, ben, c'est celle qui est créative. C'est celle qui va créer les nouveaux concepts, les nouveaux objets, les nouveaux projets, qui aujourd'hui, c'est une notion qui aujourd'hui est impossible en fait à l'intelligence artificielle d'être créative. Et c'est cette unicité créative de l'homme qui va aussi, comment dire, qui va être propulsée en avant avec cette intelligence artificielle. Pour ceux, en tout cas, qui sont des penseurs. Au niveau du collectif, en fait, ben, c'est clair que ça a un impact aussi par rapport à nos façons d'être et de penser, mais c'est un impact qui était venu depuis une vingtaine, 30 ans, 40 ans, 50 ans, avec l'intelligence collective, en fait. Donc, cette notion de collective, de collectif avec l'intelligence artificielle, en réalité, le terrain, il a été préparé parce que les évolutions que l'on trouve au niveau sociétal, en réalité, ça ne vient jamais de nulle part. C'est quelque chose qui lentement se construit, se construit, se construit. Quand c'est à maturité, eh ben, il y a des outils qui se développent pour accompagner la maturité de l'évolution sociale. Ou ça peut être aussi l'inverse. Et donc, ça veut dire que le collectif, en fait, qui peut être considéré comme un impact, mais qui peut être aussi considéré comme un plus, comme quelque chose de très positif, avec l'intelligence collective. Je rappelle juste qu'il y a encore quelques décennies, et encore maintenant, le système hiérarchique, c'est le système fondamental qui gère la plupart des gens dans le monde. Mais depuis une dizaine d'années, on voit qu'il y a des changements et qu'il y a des entreprises qui fonctionnent selon le système collaboratif, coopératif, co-créatif. Et donc, il y a une mutation sociale et que l'intelligence artificielle va accompagner et accompagne aujourd'hui, maintenant, par aussi sa puissance de rassembler ensemble des données, mais aussi de rassembler ensemble des personnes.
Voilà. Donc, toutes ces données mises ensemble, ben, ça va créer différentes facettes en fait de cet individu qui au départ était un individu lambda parmi une foule. Aujourd'hui, ben, l'individu, il va pouvoir se développer selon 3 axes très importants. Il y aura l'homme spirituel, l'homme créatif, l'homme qui a une âme et qui va pouvoir avoir qui va pouvoir être artiste, qui va pouvoir être créatif. Il y a l'homme augmenté, c'est-à-dire ben, qui va pouvoir faire des choses qu'il ne pouvait pas faire auparavant avec ChatGPT, faire des synthèses, faire augmenter, faire monter les niveaux de recherche à un niveau supérieur parce que ça fait des années que quand on était sur des travaux de recherche, en fait, avec les compétitions qu'il y avait entre les groupes, ben, un groupe, par exemple au Japon, amenait le niveau de recherche à un niveau B, par exemple, du niveau A à un niveau B, et puis un autre groupe aux États-Unis ben, recommençait à niveau parce qu'il était en compétition avec l'autre, donc il ne reprenait pas les recherches de l'autre, et donc il arrivait aussi à ce niveau B, et puis peut-être en Amérique du Sud ou ailleurs, exactement la même chose. Et chaque groupe était limité par sa puissance de travail et par sa puissance de réflexion. Avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir partir de ce niveau B, l'intelligence artificielle qui est mondiale, qui globalise les informations, les datas, comme disait Daïla. Et donc, ça va permettre que ce niveau B, tout le monde ait accès directement à ce niveau B et ne va pas repartir systématiquement au niveau A. Parce que pour passer du niveau A au niveau B, eh ben, vous avez une vie d'homme, et une vie d'homme, ben, c'est limité dans le temps. Et la puissance de travail du cerveau est aussi limitée dans le temps. Et donc, ça veut dire qu'avec l'intelligence artificielle, on va partir non plus du niveau A, mais on va partir du niveau B, puisque toutes les informations seront consolidées mondialement. Et ensemble, ben, tout le monde va pouvoir aller au niveau C, ou même peut-être à des niveaux encore supérieurs, en fonction de comment les équipes sont structurées. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que ça donne en fait finalement? Est-ce que, moi je parle de la sublimation, mon fils vient de faire un j'imagine. Il y a 2 possibilités. Soit on vit bien cette mutation et ça devient une sublimation, soit on le vit mal et ça devient une aliénation. Mais d'un autre côté, ce n'est pas forcément non plus un choix. Pourquoi? Parce que quelquefois, c'est simplement, c'est simplement la façon dont on voit les choses et les capacités des personnes les unes par rapport aux autres. Et on va se retrouver peut-être avec un monde à 2 vitesses, un monde qui sera en dialogue avec l'intelligence artificielle, avec des cerveaux, des personnes qui seront capables de dialoguer, de travailler directement et d'augmenter cette intelligence artificielle et de co-créer avec cette intelligence artificielle, et des personnes qui seront malheureusement sous la domination de l'intelligence artificielle, et ça va créer une nouvelle façon un nouveau monde en fait. Avec d'un côté des penseurs biologiques, parce que l'intelligence artificielle n'est pas biologique, mais nous sommes des êtres biologiques. Donc les êtres biologiques vont je dirais c'est un risque qu'ils se séparent en 2 parties. Donc des penseurs biologiques d'un côté et une main-d'œuvre biologique de l'autre qui, elle, va exécuter ce que les penseurs biologiques et l'intelligence artificielle en co-création vont décider finalement pour les autres. Voilà. Et donc, pour chacune de ces parties, on peut y associer des applications, des exemples. Moi, je suis quelqu'un qui part au départ beaucoup de la source et de la théorie. Et donc, voilà, je voulais plutôt vous présenter dans ce sens-là. Merci Virginie. Donc, c'était Virginie en Suisse. Merci. Donc, je vais inviter Pascal. Est-ce que tu veux nous partager tes bulles? Ben, moi, j'ai 4 bulles. En fait, elles sont en bleu là, sur l'ardoise. Bon, l'idée, c'est aujourd'hui, ce qu'on voit de l'intelligence artificielle, enfin, la partie qu'on médiatise la plus, c'est celle du LLM, qui permet en fait d'avoir une interaction avec la machine, je dirais, dans un langage naturel, ce qui peut être plus facile, ce qui peut faciliter la navigation dans Internet, ce qui va remettre pas mal en cause en fait
Arthur qui est là, il nous en parlera peut-être après, la façon de concevoir des sites web, hein, parce que je dirais, si on prend un site de voyage, par exemple, plus la peine de mettre des filtres ou des cases à cocher ou quoi que ce soit. Si l'utilisateur dit je veux partir 15 jours en Islande, dis-moi ce qu'il y a à voir et puis combien ça va me coûter, bah, il aura une réponse synthétique et puis je dirais qui correspond à sa demande en fait. Donc ça va faciliter les choses. Ensuite, par rapport entre le LLM et le Knowledge Graph, c'est vrai que ma culture KM, moi, était plus sur le Knowledge Graph et tout ce qui est ontologie et tout ce qui est, tout ce qui est derrière. Parce que le LLM ne fait que de l'analyse textuelle et un peu et puis de la sémantique. Donc, il va chercher du sens, c'est sûr, mais je ne suis pas sûr qu'il soit possible un jour de se séparer, je dirais, du knowledge graph et puis de tout ce qui est ontologique, parce que pour moi, c'est complémentaire. Ça ne veut pas dire que l'un ne peut pas marcher sans l'autre, c'est que je pense que les deux vont se complémenter. Et je dirais ma question qui est toujours derrière, moi, qui me chagrine, c'est qui gère les valeurs issues de l'IA, en fait. Qu'est-ce qui fait que qui dit que ça c'est bien et ça c'est mal, qui dit que ça c'est acceptable et ça c'est pas acceptable. Moi aujourd'hui, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, nulle part c'est géré ça. En fait, donc ChatGPT a été développé, on va dire, par des personnes je dirais d'origine occidentale, enfin, dans la culture occidentale. Est-ce que demain, si ça tombe dans les mains d'un dictateur ou quoi que ce soit et qu'il nous sort son chat GPT à lui, on aurait les mêmes réponses et est-ce que ça ne permettrait pas en fait d'influencer ou même de créer un chaos quelque part pour prendre le pouvoir. Donc c'est cette interrogation-là, moi, qui m'interroge le plus et où aujourd'hui, je dirais, tout le monde doit le prendre à bras le corps, pas que les politiques, mais aussi l'individu, le lambda, c'est-à-dire qu'il faut apprendre aux personnes à, à avoir l'esprit de remise en cause de ce qui lui est proposé. Hein, pour pas prendre tout comme ça à brûle pour point comme bon, hein, parce qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, hein, si vous tapez sur Google la Terre est plate, vous allez avoir 25 000 documents qui vont vous prouver que la Terre est plate. Hein. Donc voilà un petit peu ce que je voulais résumer au travers de mes bulles. Excellent, Pascal. Merci. Alors, je vais inviter Arthur. Oui, Et euh, parenthèse, j'invite tout le monde à bouger une bulle parce que vous êtes en jaune et ça veut dire que le système va vous déconnecter suite au presto, là. Alors, bougez des bulles. OK, Arthur, c'est à ton tour, là. excellent. Ben, je peux rebondir un peu sur ce que disait Pascal par rapport à l'utilisation, par exemple, pour apporter des réponses aux utilisateurs sur les sites web. C'est sûr que j'ai l'impression qu'à ce stade-là, on est encore un peu à la genèse. On est vraiment au début de ça et j'ai pas encore vu vraiment d'outils dans lesquels comment dire, l'intelligence de site web ou l'intelligence artificielle va, par exemple, planifier complètement un voyage, par exemple, sur un site web. Par contre, je pense que, par exemple, sur ChatGPT, il y a des intégrations avec des comparateurs comme Kayak. Euh, et j'avais commencé une discussion pour un voyage que j'organisais. J'ai essayé de voir s'il pouvait me proposer en fait les meilleurs tarifs possibles, par exemple, par rapport à me proposer un itinéraire quand je lui donne un certain nombre de villes que je souhaite pardon, visiter. Mais ça, j'ai l'impression qu'on est encore un petit peu au début, mais c'est vrai que ça va être intéressant de voir comment, je dirais, l'intelligence artificielle va nous permettre d'optimiser l'expérience utilisateur au sein des sites web. Ce qui est un peu plus actif en ce moment et que j'ai plus eu l'occasion de, disons, de constater ou de discuter avec certaines personnes, c'est l'intégration, par exemple, de robots conversationnels.
sur, sur les sites web, par exemple, avec Propulsec de l'intelligence artificielle pour, lorsque l'utilisateur va venir contacter, par exemple, ou commencer une conversation au niveau du site web, voir un petit peu, euh, disons, comment il peut améliorer l'expérience de l'utilisateur et prendre les informations pour éventuellement lui donner plus d'informations ou le convertir en fait en tant que client. C'est sûr que moi, à ce niveau-là, comment dire, euh, j'ai eu moins l'occasion d'être, disons, confronté à ce genre de choses que, par exemple, l'outil qu'on avait vu, je pense, le mois dernier avec Loïc, là, qui était vraiment avec une intégration assez poussée au niveau, notamment, je pense que c'était au niveau, il y avait l'outil de shopping et aussi l'outil RH, où là, vraiment, c'était intégré au sein de l'outil. Mais pour revenir un peu aux bulles, moi, ce que j'avais identifié un petit peu comme élément, bon, je pense que en termes d'impact et de perturbation de l'intelligence artificielle sur l'avenir du travail, je pense que ça va entraîner des pressions pour augmenter la productivité. Étant donné que là, on a de nouveaux outils et on va demander d'être plus productif parce qu'on sait que certaines tâches peuvent être réalisées plus rapidement. Donc moi, je pense que ça va donner une pression. On va avoir des attentes peut-être plus élevées au niveau des employés. Je peux prendre un exemple, par exemple, chez nous. Euh, Ne serait-ce que avant, si on faisait de la rédaction de contenu, je vais donner un exemple comme ça, mais euh, 4-5 pages de contenu, on donnait, mettons, peut-être une dizaine d'heures à quelqu'un pour rédiger ça, mettons, ou peut-être un peu plus. Ben, aujourd'hui, on pourrait avoir des exigences plus élevées parce qu'on sait que ça prendrait peut-être 4 fois moins de temps avec l'aide de l'intelligence artificielle pour le contenu. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir qu'il y a déjà, en fait, une pression sur la productivité depuis peut-être un peu plus d'un an aujourd'hui. Je pense qu'au niveau des besoins individuels et ceux des équipes qui évoluent dans ce contexte, il y a des défis pour la collaboration. C'est bien beau d'avoir tous ces outils, mais comment est-ce que on va s'assurer de collaborer de manière efficace? Est-ce que ça va pas être une manière un peu de se... Il y a des risques, je pense, de dispersion. Avoir plein, plein d'outils et utiliser l'intelligence artificielle et puis se retrouver un petit peu perdu, c'est comment est-ce qu'on reste organisé et comment est-ce qu'on reste efficace dans la collaboration avec l'utilisation de tous ces outils. Et aussi, je vois un gros défi dans l'amélioration de la qualité du travail. C'est bien beau disons, d'être plus productif, mais comment est-ce qu'on va garantir d'avoir un travail de qualité derrière? Et ça revient, je pense aussi, à la conversation qu'on avait eue un peu la dernière fois au niveau de la supervision de l'intelligence artificielle qui a besoin d'être quand même supervisée parce que sinon, les garants pour moi de la qualité, c'est nous. Et donc, c'est important de faire attention à ça, je pense. Et donc, il y a un défi au niveau de l'amélioration de la qualité du travail si on est plus productif, trouver un équilibre en tout cas. Et ma dernière bulle, c'était donc en lien avec les passions. Moi, je dirais que ça pourrait nous aider à se débarrasser de certaines pensées limitantes. C'est-à-dire que maintenant, ça c'est plus, c'est ici en bas. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'on peut avoir des réponses plus rapides et plus précises que par exemple faire certaines recherches sur Google et que on peut parfois, disons, ce que j'entends par des pensées limitantes, c'est qu'on considère par exemple qu'on est bloqué dans un processus, par exemple. On pense que on a des freins qui sont devant nous, mais en réalité, on peut, euh, on peut les dépasser plus rapidement, par exemple. En faisant certaines recherches sur Google, on va se rendre compte, par exemple, qu'il y a peut-être des législations qui nous bloquent. Et moi, grâce à ChatGPT, j'ai pu aller trouver plus rapidement l'information pour comprendre, voilà, il y a certaines règles. Comment est-ce que je fais pour aller outre? C'est quoi les solutions qui peuvent m'aider? OK, entre guillemets, j'allais dire l'aspect général, le cadre, on le trouve facilement, mais comment est-ce que je vais pouvoir trouver des solutions en fait pour passer outre les barrières que je vais rencontrer,
que ce soit à plein niveau, que ce soit d'un point de vue technique, que ce soit d'un point de vue, comme je disais, plus légal. Moi, j'avais un bête exemple, c'est que qui a rien à voir limite avec le professionnel, c'est que par exemple j'ai deux chats et je me disais maintenant si je veux voyager avec les animaux, comment ça se passe? Par exemple pour des voyages à long terme. Et quand on fait des recherches sur Google, on a très vite peur. On a très vite peur parce que on parle très vite de, mettons par exemple de quarantaine. Et par contre, ChatGPT a été beaucoup plus rassurant parce que lui, qu'est-ce qu'il m'a indiqué? Il m'a indiqué, voilà, j'ai demandé, en fait, c'est quoi? Bon, il y a le cadre. Comment est-ce que je fais, par exemple, pour éviter les quarantaines? Et directement, il va m'aider à trouver une solution, par exemple. C'est ça que je trouve intéressant pour gagner du temps et. Et puis Google, il y a, dans son algorithme de recherche, il y a les dollars qui sont derrière. C'est-à-dire que si tu payes, tu vas arriver en premier, ainsi de suite. Que pour l'instant, dans le chat GPT, j'ai pas perçu ça, moi. Donc, Mm, mm. Ouais, ça mm, c'est tout à fait vrai parce que sur Google, bon, déjà c'est vrai qu'il y a toutes les annonces, ben en fait c'est un système d'enchères, donc on paye pour être oui. positionné en haut Mm, des résultats, même si bon Google, il n'y a pas que l'enchère, il faut quand même travailler un petit peu pour avoir quelque chose que Google va considérer de qualité, mais ça reste Google qui le considère de oui. qualité. Mm, Et puis dans les résultats naturels, bah, il y a quand même de l'optimisation à faire parce que quand on fait par exemple ne serait-ce que du SEO, donc de l'optimisation pour les engins de recherche pour par exemple, bien présenter, bien organiser le contenu, avoir une bonne balise titre qui va apparaître dans les résultats de recherche, avoir une belle métadescription, euh, hiérarchiser le contenu sur les sites web. Bah, en fait, au final, on travaille pour Google et on se plie à ces, Mhm. à ces critères pour favoriser notre apparition en haut des résultats de recherche. Sur ChatGPT, je trouve que c'est un peu plus flou. Mais je l'ai pas encore vraiment testé moi-même, mais il apprend quand même. Il y a moyen un petit peu de le bombarder avec certaines informations pour qu'il apprenne sur nous. Mais ça, j'ai pas encore. Faudrait que je vois un petit peu qu'est-ce qu'il sait, par exemple, sur moi, ou qu'est-ce qu'il sait même, ne serait-ce que sur des entreprises. C'est ça. Ben, super, Arthur. Donc, moi, je vais mettre en bleu mes bulles, là. Joël. OK. Bon, il y a beaucoup de bulles. Donc, ben, j'ai trouvé ça intéressant, les articles qui ont été proposés. Donc, il y a Léon Buteau qui disait, bon, ben, les outputs de l'IA, c'est des histoires, c'est ni vrai ni fausse. C'est à nous de juger. Donc, il faut mettre l'humain euh, en amont et à l'arrivée aussi. Et donc, ça, c'est relié avec les graphes de connaissances. Donc, c'est sûr que si on fait des prompts bien balisés avec des graphes de connaissances, on va aider ChatGPT à nous proposer des résultats qui ont de l'allure et ça va l'empêcher de déraper. Donc, parce que il y a le problème aussi des datas, de qualité des datas. Il y en avait quelqu'un qui avait parlé des datas, c'était Dalila. Donc, même les données techniques, là, j'avais un problème sur mon chauffage et ChatGPT n'a pas été capable de me dire, ben, on peut faire un reset. Mais l'expert que j'ai demandé, lui, il savait où trouver le petit bouton de reset, là. C'était comme dans les vieux systèmes, il fallait mettre un fil et puis peser là-dessus, puis ça faisait un reset, là. Donc, ben, c'est sûr que Google ne savait rien répondre à ça, là. Donc, il y a la qualité des données est à revoir, là. Et il y avait l'article du TED Talk de Mila l'autre mois qui faisait
montrer très bien la différence entre le modèle et les données. Donc, la qualité des données, c'est comme pour les humains. Donc, si on a une bonne qualité de données, on va apprendre un contexte qui va nous permettre d'interpréter le moment présent, là. D'accord? Et donc, et l'humain fait comme ça, c'est-à-dire on interprète selon nos expériences. Et donc, ça, c'est un peu ce qui était avec Léon Boutou, c'est-à-dire tous les mythes de l'intelligence artificielle dépendent de nos apprentissages, là. Il y en a qui disent ça va être la catastrophe, d'autres qui disent c'est extraordinaire. Il y a du il y a du bon partout là. Donc nous on est en train d'essayer de justement améliorer Web IDEA Pro pour faire des prompts avec des graphes de connaissances et les injecter dans les systèmes d'IA. Et ça donne des résultats, en tout cas nos tests sont très intéressants. Et à ce moment-là, on peut responsabiliser l'IA plus, là, parce que on va, on sait, on met dans le prompt qu'est-ce qu'on veut, comment on veut que ça se travaille et qu'est-ce qu'on veut comme résultat. Donc, ça améliore. Donc, j'ai parlé aussi ici défi pour l'intelligence humaine. Donc, c'est développer notre capacité de discernement, éviter ce qui m'est arrivé, que j'ai déjà raconté, mais je vais le raconter, que le trafic, enfin le circuit de l'autobus scolaire passait par une voie dangereuse. Et puis j'ai appelé la commission scolaire et on m'a dit, mais monsieur, c'est l'ordinateur qui a fait ça, comme en disant, c'est extraordinaire l'optimisation que l'ordinateur a fait ça. Et donc, il faut, à mon sens, introduire dans les systèmes scolaires cette prise de jugement que oui, on a des outils, mais il faut développer le pif, là, de ne pas accepter s'il y a une optimisation qui n'a pas de sens. Bon, ben, il faut la refaire, là, puis, reprogrammer le tout. Là. Donc, il y a un défi de développer nos capacités humaines pour voir le monde. Et ça, c'est en lien avec qu'est-ce qui se passe, où va l'attention, n'est-ce pas? Et donc, de développer l'attention et ne pas apprendre à être multitasking. Alors, toute notre culture actuellement, on a 50 systèmes. Ah, Céline qui est revenue, là, elle était partie. Bon, elle est là. Donc, on a tendance à être multitasking, ça c'est une erreur. Il faut plutôt développer une approche focus time pour faciliter l'apprentissage. Et donc, ça, c'est en lien avec ce que disait Dalila, donc repenser les travaux scolaires, ne pas faire de mémorisation. Ça ne fait plus de sens de mémoriser des quantités de choses, mais plutôt d'apprendre à les penser. Donc, de développer, est-ce que ça fait du sens? Qu'est-ce que je vois? Comment je vois? Et donc, c'est, donc on peut développer et améliorer le monde. Donc voilà, c'était mes bulles. Et ah, je vois que mon système fait défaut là. Voilà. Est-ce qu'il y a des bulles qui se sont rajoutées? Non? Ben, l'heure avance là. Alors je vais vous inviter à me rejoindre sur les commentaires de la fin. Et voilà. Donc on va à l'ardoise ou le contexte 03. Et je vous invite à partager qu'est-ce que ça a été pour vous, le collab, qu'est-ce que vous avez appris, comment on peut l'améliorer. Voilà.
Alors, j'invite Virginie à parler de tes bulles de commentaires. Alors, merci pour cette séance déjà. Et puis, bah, j'aime beaucoup la méthode et l'ouverture à des sujets qui font travailler les méninges. Mais je ne sais pas comment on écrit méninge. Je crois que j'ai fait une faute d'orthographe. Mais oui, moi, j'adore venir parce que c'est vrai que ça me fait penser à des sujets sur lesquels je ne réfléchis pas d'habitude. Parce que moi, je suis focalisée sur mes projets qui sont voilà, très précis. Et ça me permet de, comment dire, dans le champ de mon expertise, de pouvoir rassembler des données qui sont, que je fais, dont j'ai pas l'habitude que j'ai pas l'habitude de travailler d'habitude. Merci. Merci Virginie. Arthur, tu peux parler de tes bulles de commentaires? Oui, bien sûr, ben, je rejoins pas mal, je pense, le point de vue de Virginie. Puis je trouve que c'est intéressant, disons, de pouvoir se documenter et de réfléchir tous ensemble sur des thématiques qui, au final, ben, je pense qu'on a tous des défis communs, mais on a des approches différentes. Et comme disait Virginie, on est souvent dans nos projets. On est dans notre réalité et c'est intéressant de voir un petit peu comment ça touche les autres parce qu'on est tous, disons, confrontés à l'IA, mais on est confrontés de manière différente. Mais on a quand même, je pense, au final, des défis qui sont communs à nous tous. Merci Arthur. Pascal, tu veux parler de tes bulles? Très bons échanges, des différentes approches, c'est ce qui est bien, c'est très enrichissant en fait. On voit que chacun attaque le sujet avec son backup, son histoire, c'est bien, c'est ce qui fera la richesse. Et ce qui prouve que ce qui manque encore à l'IA, c'est il ne sait pas gérer l'expérience, l'IA. L'exemple que tu as donné, Joël Dubus, le prouve en fait, hein. C'est que l'expérience humaine, aujourd'hui, l'IA ne sait pas la gérer. Donc, il faudra toujours quelqu'un derrière qui, à un moment donné, dira, ouais, la machine me dit ça, mais moi, je sais que si je fais comme ça, c'est nettement mieux. Merci Pascal. J'invite Dalila à commenter ses bulles de commentaires. Oui, j'avais mis sujet passionnant, oui, à approfondir. Et puis, c'est bien, on apprend toujours avec les autres. Je trouve que c'est de très bons échanges. Donc, effectivement, moi, j'aime bien le sujet. Et voilà. Merci beaucoup. Céline, est-ce que tu es là, Céline? Oui, je suis ici. OK. Euh, euh, oui, j'ai appris beaucoup aujourd'hui. Et aussi, j'ai développé un plus grand intérêt pour le AI. Mm. Euh, ça m'a, ça m'a aidé à apprendre ce qu'il y a à apprendre. Euh, et oui, c'était vraiment fun pour moi. C'est un sujet que je parle pas beaucoup à propos. Et oui, c'est vraiment important et, et relevant dans la société aujourd'hui. Alors, oui, merci beaucoup, Joe. Merci Céline. Excellent. Donc, oui, moi, j'ai beaucoup aimé. Merci à tous pour votre participation co-constructive, là. Et donc, c'est très bien. Et j'ai beaucoup aimé qu'il y a beaucoup de diversité d'éclairage. Donc, c'est très enrichissant. Donc, merci beaucoup. Et je voulais vous montrer l'ardoise de synthèse là parce que la synthèse est déjà faite. Donc, si vous allez donc ici, si je clique sur participants, ben voilà, tous les participants sont là. Et si je clique sur réseau d'idées, tout le réseau apparaît. Et si je clique sur commentaires, ben, les commentaires apparaissent là. Donc la synthèse est faite. Parfait. Alors, donc voilà.
On a terminé, notre travail est fait, notre compte rendu est fait, là. N'est-ce pas merveilleux? Ben, moi, je trouve ça génial. Donc, je suis très content de notre collab. Donc, si vous avez des idées à suggérer pour le prochain collab, vous êtes les bienvenus. Donc, ici Joël Musard pour le collab. Je vous dis au revoir à tous et puis à très bientôt. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir, Merci, au Joe. Au Merci revoir. revoir. beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Alors, je vais terminer. Au revoir.